Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à notre ami Astrid Chevrance de m'avoir convié à modérer cette table ronde qui fait suite donc, à l'intervention très intéressante de Madame Fleury, dont je retiens qu'elle a rajouté des S par rapport au titre initial, douleur avec un S, souffrance avec un S. Et je trouve que c'est très important parce qu'effectivement on cherche à distinguer souffrance et douleur, mais déjà dans sa conférence, bien que le titre nous souligne qu'il y a des douleurs et qu'il y a des souffrances. Alors en tant que psychiatre, moi je suis psychiatre clinicien, je trouve qu'on est confronté à déjà deux types de douleurs morales, psychiques, c'est quasiment synonyme de mon point de vue, celles qui sont chroniques, subcontinues, qu'on rencontre soit en psychiatrie de liaison, le professeur Lemoine nous dira certainement bien plus que moi-même, ou dans les cabinets de psychiatres ou de psychanalystes, où nos collègues somaticiens ont écumé différents examens en tout genre pour écarter une pathologie dite somatique, et finalement nous orientent ces patients qui sont des douloureux chroniques et qui ont un discours logoréique très abondant, c'est ce que soulignait Madame Fleury, et il faut bien sûr contourner cette plainte douloureuse pour arriver, si j'ose dire, au cœur du sujet. Et puis il y a un autre type de douleur psychique, et là je trouve plus l'apanage du psychiatre, quelle est une douleur aiguë, voire suraiguë, et qui n'est pas logoréique mais plutôt mutique. Cette douleur morale que l'on côtoie dans les cliniques psychiatriques, dans les services hospitaliers de psychiatrie, touche des patients qui souffrent de dépression mélancolique très sévère. Alors la première occurrence attribuée à l'état actuel des connaissances de ce concept de douleur morale revient à un collègue belge, Joseph Guillain, qui est donc de la première moitié du 19e siècle, et à l'époque dans la nosographie psychiatrique entre guillemets plutôt aliéniste, parce que le psychiatrique n'existait pas encore, les pathologies ne sont pas encore bien, je dirais, individualisées. Je me permets une petite citation, c'était publié en 1835 dans le traité donc, des phrénopathies de Joseph Guillain. Primitivement, l'aliénation est un état de malaise, d'anxiété, de souffrance, de point, une douleur, mais une douleur morale, intellectuelle ou cérébrale, comme on voudra l'entendre. Donc vous voyez un concept un peu qui se situe comme transversal toutes les pathologies de sujets aliénés, mais en tout cas comme un primum movens, comme un premier moteur de l'aliénation mentale. Puis à la deuxième partie du 19e siècle, donc là les pathologies psychiatriques commencent à s'individualiser, et c'est Jules Seglas, qui est médecin à la Salpêtrière, qui va lier le sort de la douleur morale à la mélancolie, à la dépression mélancolique. Et donc voilà donc ce qu'il écrit. Dans la mélancolie, les phénomènes fondamentaux sont l'état émotionnel de la douleur morale, insuffisamment ou même nullement motivé, et les troubles de l'exercice intellectuel, l'arrêt psychique, dit-on encore, ça c'est très intéressant. Et il dit un peu plus loin que pour lui la douleur morale est le symptôme le plus frappant et le plus caractéristique de la mélancolie. Alors, l'examen psychiatrique, comme dans la démarche analytique, s'effectue avec l'oreille, par l'auscultation, mais pas que. Et l'inspection a également tout son intérêt, et notamment dans la douleur morale, puisque si la douleur morale, et comme je disais tout à l'heure, elle est suraiguë et mutique, mais néanmoins elle a une expression sur le visage du patient par ce fameux oméga mélancolique qui se dessine dans les traits figés du sujet. Et là, ce sera ma dernière citation avant de passer la parole à mes collègues. Je vous cite la description qu'on a faite Henriet, donc publiée dans les études psychiatriques, sur la crise mélancolique. Donc, il décrit ça, vous voyez, comme un état aigu critique. Et donc, voilà comment il décrit. Le faciès porte l'oméga mélancolique, qui exprime la concentration douloureuse, qui est le symptôme fondamental de la mélancolie. Le visage marmoréen, l'immobilité, l'inertie de la vie psychique expriment donc la structure de la conscience mélancolique, prise dans la forme pétrifiée de la statue même de la douleur, douleur si profonde qu'elle gît comme en deçà de son expression rigide et stéréotypée, comme un masque, douleur aussi totale que les formes et les degrés de cette déstructuration. Donc, bon, on reviendra peut-être sur cette description tout à l'heure,
En tout cas, en tant que psychiatre, si on détecte, si on observe une douleur morale, c'est une urgence psychiatrique puisque le corollaire, c'est le risque suicidaire qui, dans ce cas-là, est majeur. Donc voilà ce que je voulais dire en petite introduction avec l'autorisation d'Astrid. Et avant donc de passer la parole à mes collègues, de discuter ensemble, de répondre à vos questions. Donc, on avait convenu peut-être que ce soit toi, Cédric, qui poursuit l'échange. Je te passe le micro. Merci Marc, merci aux organisateurs, à l'organisatrice de cette journée de m'avoir invité à intervenir. C'est une assemblée qui m'impressionne un peu, mais je vais rester de ma place, qui est celle du clinicien, puisque j'ai compris aussi que, ayant découvert tout récemment le texte de Ricoeur, il y avait une question qui se posait sur la place de la clinique comme possibilité d'interroger des constructions philosophiques, en particulier dans le texte de Ricoeur, on voit bien les différents axes dans lesquels il se propose d'explorer cette question-là. Et puis après, il y a un moment où il reconnaît que peut-être la clinique va d'un coup pouvoir révéler une situation, une expérience qui ne correspond pas à cette taxonomie qu'il a si brillamment esquissée. Et donc, en lisant ce texte et puis en réfléchissant à la question qui est le titre de la table ronde, est-ce que c'est pertinent cliniquement de distinguer douleur physique, douleur morale et puis souffrance, j'ai pensé à des situations cliniques qui interrogent la pertinence de cette distinction, soit en se disant que oui, ce sont des objets utiles, utiles à notre pratique clinique, c'est-à-dire notamment aux décisions qu'on va prendre, ou au contraire sont des objets dont certaines expériences suggèrent que leur séparation est en fait un peu artificielle. Dans la clinique de la psychiatrie générale, Marc a mentionné la psychiatrie de liaison, qui est la psychiatrie au contact de patients qui se trouvent à l'hôpital ou suivis à l'hôpital pour d'autres pathologies que des troubles mentaux. Mais si on commence par la psychiatrie générale, ce que je soumets d'ailleurs à mes collègues psychiatres ici présents, je pense par exemple à la clinique du trouble borderline, qui est une clinique de longue haleine, chronique, mais quand même avec beaucoup de fluctuations, et dans lesquelles il y a au moins 2 manifestations qui sont intéressantes, dont une qui est particulière, qui est la propension à s'infliger des blessures physiques, à but non suicidaire, même si ça fait partie du même critère des classifications nosographiques, on voit bien la différence en clinique. Les patients nous le disent, c'était pas à visée suicidaire ou je n'attendais pas de prendre un risque pour ma vie, mais donc le plus classique ce sont les scarifications, et donc on écoute ce que nous disent nos patients, parce qu'on leur pose la question pourquoi. Avec un peu d'expérience, on s'attend à retrouver certaines choses, mais en fait, c'est quand même, il y a plusieurs dimensions, et une de ces dimensions qui revient souvent, c'est que de s'infliger de la douleur physique de façon contrôlée, contrôlable, c'est quelque chose qui vient soulager un état pénible. Alors je ne dis pas de douleur morale, parce que c'est plus variable que ça quand on les interroge, mais un état pénible qui est de nature émotionnelle, qui est de nature non corporelle initialement, non localisable. Ça peut être effectivement une douleur morale, ça peut être de la colère, ça peut être de l'anxiété, ça peut être aussi la perte de contact avec l'extérieur lors de moments de dissociation, soit des relations de dépersonnalisation. Elle retrouve, je dis elles, ce sont plus souvent des femmes que des hommes, retrouve d'un coup la perception de quelque chose d'évident. Mais on voit bien qu'il y a là, dans le fait de s'infliger une douleur physique reconnue comme telle, et l'apaisement que ça peut apporter à la douleur morale, quelque chose qui interroge, un peu, c'est une image bébête, mais des vases communicants qui interrogent quand même la distinction qu'on pourrait faire entre ces deux douleurs, et de façon vraiment quotidienne, c'est la clinique quotidienne. Un deuxième aspect qui me faisait penser à ce qui était évoqué dans le texte de Ricoeur sur la dimension soit autrui, et puis la dimension d'appel que l'on peut ressentir quand on est en face de quelqu'un qui souffre. Alors quand tout se passe bien, quelqu'un souffre, on est exposé à cette souffrance, et puis on sent naître en nous éventuellement des phénomènes de sympathie, voire d'empathie, voire de sollicitude, et on va éventuellement tenter d'apporter notre aide. Mais les patients qui souffrent d'un trouble borderline, pour beaucoup d'entre eux, ont dans leur vie, de façon répétitive et précoce, fait l'expérience que témoigner de sa douleur, et cette fois-ci ça peut être des éléments de douleur physique mais aussi de détresse, n'a pas forcément été accompagné de l'aide auquel qu'on imagine de façon si spontanée.
soit les personnes qui ont été exposées à ces signaux de douleur ou de détresse, verbaux ou non verbaux, n'y ont pas été très sensibles. Soit ils y sont sensibles, mais de façon imprévisible, ou en fonction de leur degré d'alcoolémie, par exemple. Soit ils y sont sensibles, mais la réponse qui est apportée à l'expression de cette douleur va être appropriée, inappropriée, voire délétère. Et donc là, on rajoute à la souffrance, et j'utilise cette fois-ci ce terme de souffrance parce qu'on voit que ça englobe des dimensions qui sont très larges, c'est un peu comme ça que j'utilise ce terme-là, plus large que les autres qui seraient plus circonscrits, se rajoute à cette souffrance l'incommunicabilité n'est toujours que relative. En fait, on peut communiquer une partie de nos souffrances, jamais tout, mais une partie. Ici, ça ne sert à rien, voire ça aggrave les choses. L'autre va en profiter, potentiellement me nuire. On retrouve ça dans les relations cliniques, avec les soignants quand les patients sont hospitalisés, dans la consultation. Chaque mouvement de sollicitude, quand on va en avant ce message de souffrance, est perçu comme un message de menace, ce qui rajoute à quelque chose de souffrance. Ça prive même l'expression de ces souffrances du sens qu'a cette expression. Ça, c'est peut-être la clinique un peu en psychiatrie générale, en tout cas celle qui, je trouve, interroge ces notions de souffrance et de douleur. La première sur le fait que douleur physique et douleur non physique ou morale, il y a des situations dans lesquelles les deux ont l'air d'être finalement communiquées assez facilement. Et puis une autre sur le fait que la souffrance, dans le sens qu'elle peut avoir, et la communication de cette souffrance va s'amplifier du fait que l'effet de la communication de cette souffrance est une souffrance supplémentaire. D'autres expériences que l'on a en psychiatrie, je pensais notamment, là aussi, toujours à la porosité ou à la complexité des liens entre douleur morale et douleur physique, la dépression, dont on peut dire qu'effectivement une des caractéristiques est cette douleur morale, en tout cas dans les formes mélancoliques, même si la spécificité est peut-être plus du côté de l'anédonie, la douleur morale est quand même ce qui en fait l'urgence, et l'urgence aussi à soulager. Il y a la relation, la douleur physique des patients qui souffrent de dépression. Alors ce n'est pas retenu dans les critères diagnostiques, dans la nosographie. La douleur physique ne fait pas partie des critères diagnostiques pour poser un diagnostic de dépression, pas plus d'ailleurs que les symptômes anxieux. En revanche, ça fait partie de la sémiologie. L'anxiété, les symptômes anxieux font partie de la sémiologie de la dépression, ils ne font pas partie des critères diagnostiques, mais ils font partie de la sémiologie. Il y a la douleur physique, les plaintes douloureuses, non systématisées, alors elles ne sont pas localisées le plus souvent, mais les douleurs physiques, diffuses, non systématisées, qu'on ne peut pas rattacher à un excès de nociception, à une lésion d'organes, sont extrêmement fréquentes dans la dépression. Et par ailleurs, et ça c'est moins connu des cliniciens, c'est normal, c'est un peu plus connu des chercheurs dans ce domaine, la dépression est associée paradoxalement à une moindre sensibilité à la nociception. Les patients déprimés sont moins douilleux, si je le dis un peu simplement. Ce qui n'est pas l'intuition clinique, mais qui est vrai, c'est-à-dire que par rapport à s'ils sont dans un laboratoire dans lequel on essaie de détecter le seuil à partir duquel un stimulus nociceptif devient douloureux, devient pénible, eh bien, ce seuil est élevé, plus élevé dans la dépression qu'il ne l'est chez quelqu'un qui ne souffre pas de dépression. Et pourtant, spontanément, ils ont une douleur qualifiée de physique et vécue comme physique qui est plus importante. Ce qui interroge d'autres distinctions qui, cette fois-ci, sont plus du champ de la neurologie, c'est-à-dire le découpage de la douleur physique en différentes dimensions. C'est vrai que quand j'ai découvert le texte de Ricoeur avec son titre, je me suis dit, il va y avoir une articulation souffrance et douleur. En fait, il parle de la souffrance, il ne parle pas de la douleur physique. La douleur physique est d'une grande complexité. Et on voit une dimension très sensorielle, on voit une dimension affective qui peut manquer. On est tous fascinés par les exemples de la symbolie à la douleur. Il y a d'autres exemples dans la clinique, peut-être un peu plus particulières, dans lesquels d'un coup, des stimuli nociceptifs ne sont plus douloureux. Il y a le masochisme sexuel, qui est un cas un peu particulier. Je ne décrirai pas les expériences qui permettent de savoir à quelles régions cérébrales éventuellement sont en cause, mais il y a certains stimulus nociceptifs vécus comme douloureux dans un contexte normal, qui ne sont plus vécus comme douloureux, voire qui sont vécus comme hédoniques en contexte sexuel. Donc ça, c'est une autre dissociation entre la nociception et la douleur. Il y a des conceptions phylogénétiques également. Et puis bien sûr, il y a la dimension cognitive de la douleur physique, avec quelques exemples qui sont pris parfois un peu comme évidents, qu'une douleur physique aiguë ne pourrait pas donner lieu à de la souffrance.
quand elle est peu importante, par exemple. Parce que on sait, moi je suppose que c'est parce qu'on sait que ça va passer. Et dans la clinique, cette fois-ci, je m'approche de la psychiatrie de liaison, en particulier des patients qui ont des douleurs chroniques. Douleurs chroniques dans une situation de fin de vie, par exemple. Des douleurs qui sont liées à des métastases osseuses dans lesquelles l'issue favorable sur le plan médical est impossible. À un moment donné, le sujet qui souffre à douleur équivalente, la perspective que cette douleur dans 2 minutes aura passé parce que je me suis cassé la figure en trottinette, je suis tombé sur les tibias sur le trottoir, ça fait peut-être plus mal qu'une métastase osseuse. Mais ce qui fait que je n'en souffre pas, au sens peut-être de la souffrance psychique, c'est que ça s'inscrit dans une perspective qui est tout autre, quelque chose qui va s'évanouir. Ça. Et une douleur moins importante, savoir qu'elle ne va éventuellement que s'amplifier, qu'à seule façon d'y échapper, c'est de perdre toute conscience parce que je vais être soulagé par des traitements, lui fait acquérir une dimension toute différente. Et donc je fais une petite transition et Marc m'arrêtera si je suis trop loin avant de passer la parole à mes collègues. C'est cette clinique de la... Une petite remarque effectivement sur le trouble borderline. Donc, je nomme plutôt trouble de la régulation des émotions parce que je trouve que c'est plus explicite. Et dans ce que tu disais, je trouve que c'est très intéressant parce qu'au fond, c'est des patients, parce que majoritairement ce sont des patients qui souffrent, donc une souffrance plus subcontinue, diffuse, etc. Et paradoxalement, c'est toujours impressionnant quand elles viennent en consultation, à quel moment on voit à leurs avant-bras cette souffrance qui s'expose, qui s'est dessinée, qu'elles ont écrite sur leur corps, presque sans douleur, ou comme si la souffrance était soulagée par ces blessures qu'elles s'infligent, blessures qui n'ont pas l'air douloureuses en quelque sorte. Et en t'écoutant, je faisais le rapprochement avec ces patients qui ont une douleur morale et dont la douleur morale est soulagée par le projet suicidaire, comme si finalement on sait que ça va s'arrêter, qu'il y a une issue. On espère qu'évidemment il y aura des mesures qui font que ça n'aura pas lieu, mais on constate ça chez ces patients. Donc il y a quelque chose d'un peu parallèle, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, entre ces patientes qui souffrent d'un trouble borderline et qui se trouvent soulagées par le cutting, par la blessure infligée, et puis le patient mélancolique qui est soulagé, en tout cas partiellement, par son projet suicidaire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce rapprochement. Je suis assez d'accord, et quand tout à l'heure je disais qu'il y a plusieurs dimensions qu'on peut repérer, notamment dans le discours des patients qui décrivent le pourquoi de leur scarification et ce qu'ils ressentent, il y a plusieurs dimensions. J'ai mentionné le soulagement de la douleur perçue comme morale par la douleur physique. Une dimension qui est très importante, c'est la dimension de contrôle et de sens. Les deux vont un peu avec. Et ce que disent certains patients, c'est assez fréquent, c'est que le bénéfice, entre guillemets, qui est certainement aussi du détournement intentionnel en partie, mais le bénéfice, c'est que je souffre de façon prévisible et d'une façon que je contrôle et qui fait peut-être pas sens au sens d'une expérience, mais je sais pourquoi je souffre là, maintenant, tout de suite. J'ai pris une lame de rasoir, je me suis scarifié. Et j'y vois un parallèle avec ce que tu disais, avec le soulagement de celui qui va se suicider, qui a d'un coup une prise de contrôle sur sa douleur. Et là, ça me renvoie directement, cette fois-ci, une expérience plutôt de psychiatre de liaison, auprès de patients, éventuellement en fin de vie, pas toujours, et dans lequel on appréhende la question du désir de hâter la mort, qui n'est pas toujours une demande d'euthanasie, qui n'est pas toujours une expression d'un risque suicidaire, c'est peut-être des idées de mort passive, et ça va un petit peu loin, il y a ce désir de hâter la mort. Et dans les motifs qui sont sous-jacents à ce désir de hâter la mort, il y en a plusieurs, mais un qui est important, c'est le désir de reprendre une certaine forme de contrôle. Alors, les choses vont changer certainement si le contexte légal français change, mais jusqu'à aujourd'hui, on voit des patients qui, par exemple, nous exposent en consultation qu'ils ou elles ont pris leur disposition dans tel pays pour que, si jamais ils décident qu'il est temps d'en finir, eh bien, ils pourront le faire. Et on voit, chez certains de ces patients, bien sûr pas tous, une sorte de soulagement dans ce contrôle. Je peux, si jamais, dans des conditions qui restent hypothétiques, je veux prendre le contrôle. Si c'est trop extrême, je pourrais. Donc je trouve que dans la dimension, oui, de contrôle, d'être d'un coup à nouveau maître
des conditions de création de la souffrance ou des conditions de fin de la souffrance, il y a un lien potentiellement entre une partie de cette souffrance infligée chez les patients borderline et puis une partie de cette contemplation d'idées suicidaires ou de la mort qui est athée. Oui, tout à fait. Merci Cédric. C'est la parole à Astrid. Merci beaucoup. Oui, merci. Du coup, moi, quand j'avais eu l'idée de cette table ronde, je voulais aussi questionner, donc moi je ne suis plus clinicienne, mais je connais bien les cliniciens qui sont autour de moi, qui sont extrêmement complémentaires dans leur activité, leur pratique. Pour l'instant, de ce qui me reste de la clinique, on n'a pas vraiment de moyens vraiment codifiés de prendre en charge ou bien la souffrance, ou bien la douleur psychique, la douleur physique un peu plus, mais on s'appuie en fait sur un corpus qui est non psychiatrique et qui est plutôt un corpus de médecine, je veux dire, générale. Et puis quand on regarde du côté effectivement de la médecine palliative aussi, eux ils s'appuient beaucoup sur le modèle de Cicely Saunders, donc de douleur totale, où on distingue effectivement douleur sociale, douleur morale, douleur physique et douleur spirituelle. Donc quand j'étais en clinique et que j'observais effectivement, notamment dans les situations d'urgence, des patients qui n'exprimaient pas forcément de souffrance, mais parce qu'ils étaient trop douloureux justement, donc il n'y avait plus rien à dire, même que dans des états de sidération, de douleur physique aiguë, en fait les patients ne crient plus, ils sont juste ultra silencieux. Et je me disais bien qu'à ce moment-là, effectivement, quand on lit par rapport au texte de Hacker, la question n'est pas celle de savoir comment réintroduire une réflexivité, ou comme disait Cynthia, la métaphysique, là, elle achoppe à ce moment-là, et même le sens existentiel achoppe un peu. Donc, mon interrogation en tant que clinicienne à ce moment-là, c'était mais comment peut-on faire pour soulager cette douleur aiguë, psychique en fait, parce qu'on sait le faire pour leur douleur physique très aiguë, pour le coup, toutes les thérapeutiques ont été développées, c'est pour la douleur physique aiguë, et c'est assez formidable, hein, enfin, au moins avec un effet on-off. Et je rêvais d'avoir un traitement comme ça pour la douleur psychique aiguë qui est juste à passer un cap et à permettre de rétablir ne serait-ce qu'un lien en fait avec le patient. Donc voilà, je travaille, alors lien d'intérêt, je travaille avec Sami Kousovitz, dont j'encadre le doctorat. On a essayé de réfléchir ensemble à cette articulation en fait de la douleur psychique avec les autres symptômes en psychiatrie, de savoir s'il y avait une place pour ce symptôme psychiatrique, non pas par goût de la dissection, mais aussi par peut-être développer des interventions thérapeutiques. Et quand je dis thérapeutique, c'est pas forcément du médicament, hein, c'est vraiment des actions de soins qui puissent prendre en charge cette douleur psychique qui est une plainte majeure des patients, souvent dans ces termes-là, et pour lequel finalement, à part cette clinique, ce soin parcimonieux, la dite de Ricoeur, de reconnaître la souffrance et le déculpabiliser, on n'a pas grand-chose à offrir qui soulage. Au point où, moi j'étais plutôt spécialiste de la dépression et je travaille en fait sur la dépression dans la recherche. Ce qu'on a à offrir aux patients en termes d'antidépresseurs, on l'a parlé, c'est des molécules qui vont quand même mettre un certain temps à agir, notamment sur ces dimensions-là. Donc comment on fait pour couvrir l'entre-deux? Donc on a des anxiolytiques, mais il me semblait, de mon observation, que l'anxiolytique ne calmait pas en fait cette partie douloureuse. Elle calme l'angoisse quand il y en a, mais déjà il n'y a pas forcément toujours de l'angoisse dans la dépression, toujours pas forcément au premier plan, c'est pas forcément l'urgence de la soigner. Donc voilà, je voulais discuter aussi avec mes collègues cliniciens de voilà, est-ce qu'il y a cette place-là pour développer des soins de la douleur psychique? Si oui, est-ce que ce serait pour tous les patients de la psychiatrie, pour tous les troubles psychiques ou pour certains troubles, et comment s'y prendre? Donc je ne sais pas si Samy, du coup, qui est interne en Belgique, qui travaille aussi avec le régime de loi qui permet d'accélérer à la fin de vie pour des questions de douleur psychique et qui a déjà fait des certificats, donc qui travaille en psychiatrie liaison, en psychiatrie générale, a pu dans ce travail travailler directement sur la question de douleur psychique. Est-ce que tu commences à répondre à ça? Je peux dire quelques petites choses. Oui. D'abord, c'est quelque chose qui m'avait frappé même quand j'étais encore étudiant. J'avais eu l'occasion de suivre des cliniciens en médecine interne et
effectivement, j'avais notamment certaines consultations, on va dire, spécialisées, et qui recevaient énormément de Français qui venaient rencontrer le spécialiste en question pour se renseigner, parce que j'ai appris que j'ai eu tel diagnostic, moi je suis médecin, ou j'ai des amis médecins qui m'ont dit que le pronostic était très mauvais, et je me pose la question par rapport à ma fin de vie, et qui déjà dans un désir d'anticiper allait en Belgique prendre des renseignements. Mais ceci dit, des discussions que j'ai eues avec les cliniciens qui recevaient ce type de personnes, en fait, l'écrasante majorité du temps, les personnes ne revenaient pas après, elles faisaient en fait tout leur parcours de soins en France, mais semble-t-il le simple fait d'avoir pu aller en Belgique, d'avoir pu avoir cette discussion, est en soi suffisamment rassurant pour qu'il n'y ait aucune autre démarche que celle-là. Ça me semblait quand même un point peut-être intéressant à mentionner. Par rapport alors je ne suis pas exactement dans les débats en France, mais je sais qu'il y a beaucoup de débats sur la question. Moi, ce que je peux dire des situations cliniques que j'ai vues où il y avait des demandes d'euthanasie, alors il ne faut pas nécessairement rencontrer un psychiatre lorsqu'il y a une demande d'euthanasie dans la loi belge, mais souvent les confrères demandent à ce qu'il y ait aussi un avis psychiatrique, plus par sécurité, par vigilance. Et dans l'écrasante majorité des cas, moi ce que j'ai vu, c'était des patients qui avaient un problème physique, des demandes d'euthanasie pour motif psychiatrique. Moi j'en ai reçu dans ma pratique, certaines aussi, mais aucune à ce jour que j'ai pu juger recevable. Je ne suis pas opposé au principe de la loi, mais j'ai rencontré aucune demande à ce jour qui me semble, on pouvait dire vraiment, là les soins adéquats ont été essayés et ça a du sens de parler d'incurabilité. C'était au contraire des personnes qui viennent en général avec une idée d'incurabilité dès le départ, parfois des francs délires d'incurabilité. Et les patients que j'ai rencontrés plutôt avec des affections physiques, en général le décès était quand même prévisible à relativement brève échéance, donc c'était l'euthanasie, c'était plus l'idée de dater un petit peu la mort et d'éviter surtout ce que même présentait comme une agonie. Comme le fait de dire en fait ma seule perspective de vie actuellement c'est arriver à maintenir, sans des symptômes, la douleur d'autres, dans quelque chose qui est un temps soit peu supportable et qui fait que je puisse être un petit peu conscient psychiquement à moi-même, et j'ai aucun autre projet de vie envisageable. Et c'est dans ce contexte-là que la fin de vie, qu'il y avait ce désir de réfléchir à comment est-ce qu'on peut accélérer du coup la fin de vie, puisque le temps de vie que j'ai, c'est plus vraiment de la vie. Je ne peux pas reconnaître ça comme étant une vie avec le minimum de qualité qui fait que ça vaille la peine d'être qualifié de vie. Moi, c'est vraiment toutes les demandes que j'ai traitées, c'était ce type de configuration-là. Alors ça peut rejoindre un petit peu, pour revenir sur le débat initial, c'est vrai qu'en psychiatrie, on a cette question du coup de la douleur morale, qui est une notion historique et qui fait référence du coup à quelque chose qui est clairement de l'ordre de la psychopathologie. Et à contrario, on a aussi dans le discours commun des douleurs non physiques, mais qui ne sont pas nécessairement comprises comme des symptômes, comme des traces de maladie. Donc, j'essayais d'y voir un petit peu plus clair, parce que c'est vrai que la notion de douleur morale, elle est un petit peu vieillotte. Bon, c'est vrai que, moi, on ne l'a pas vraiment appris, finalement je l'ai lu, mais moi, je n'ai pas eu un enseignement. Je vous laisserai répondre après si vous, ça a été le cas, mais on m'a pas dit grand-chose de la douleur morale, de comment la prendre en charge pendant mes études, pendant les stages. Il n'y avait pas de protocole prévu dans les hôpitaux où j'ai exercé. Il y avait des protocoles de crise suicidaire, mais c'était crise suicidaire, pas douleur morale. C'est pas comme ça que c'était conçu. Et puis, il y a toutes ces douleurs non physiques, et moi j'avais essayé d'y voir un peu plus clair, de dire d'accord, mais qu'est-ce qui fait que parfois c'est de l'ordre de la psychopathologie, pourquoi parfois ça n'en est pas. Et il y a vraiment une grosse difficulté à arriver à baliser un petit peu de quoi on parle. Et moi, mon impression, c'était qu'en fait, plutôt que de donner des caractérisations phénoménales de ce qui est prouvé, on enfile les synonymes. Et ça se voyait notamment dans le DSM, où il y a la détresse, et puis en fait, dans l'introduction, on parle dans les troubles psychiatriques, il y a de la détresse, entre parenthèses, douleur mentale. Donc ça veut dire qu'en fait, la détresse est une douleur mentale, et puis comme Cynthia Fleury l'a montré, la détresse est aussi une souffrance, qui est aussi une douleur, et donc, moi c'était pas du tout clair. Qu'est-ce qui se passe? La détresse est une souffrance, qui est une douleur, et du coup, on fait quoi? Comment est-ce que se dépatouille avec ça? D'où le fait d'initier ce projet avec Astrid,
coup, notre idée, c'était de se dire, ce serait bien de pouvoir essayer de retrouver quelles sont un peu les grandes caractéristiques phénoménales de cette chose. Et a priori, pour avoir ça, de quoi on dispose, on pourra se tourner vers l'ensemble des études qualitatives qui ont été effectuées pour voir qu'est-ce que les personnes qui disent vivre ça rapportent en première personne. Et notre idée, c'était de fouiller, à travers 5 bases de données, toutes les études qualitatives sur l'expérience de douleur non physique. Donc on a pris tous les synonymes, moral, mental, psychique, psychologique, et de voir qu'est-ce qui allait pouvoir ressortir, que ce soit dans un contexte médical ou non médical. Ça aussi, pour nous, c'était important, comme on voulait être vraiment exploratoire. Et on a pu identifier un corpus quand même de 46 études, de plus de 1400 participants au total. Et qu'est-ce qui ressort? D'une part, c'est que cette confusion sémantique, elle est présente même dans les études qui veulent investiguer ça. On avait en général 3 termes pour y référer au sein d'un même papier en moyenne. Donc, la douleur émotionnelle devenait au milieu de l'article de la souffrance, et puis ça redevenait de la douleur psychique à un autre moment. Finalement, pour les auteurs même qui tentent d'investiguer ça, il y a une porosité ou un flou. Et pour le dire rapidement, je ne vais pas vous présenter tous les résultats, mais ce qui peut être vraiment intéressant pour cette discussion, c'est les caractéristiques phénoménales principales. Alors il y en avait 5 que l'on a mis en évidence. La première, c'était de dire, on reconnaît qu'il y a un spectre d'intensité qui fait que la douleur mentale est une expérience qui peut être à la fois normale, au sens où ce serait anormal d'avoir une vie où on ne rencontre jamais cette expérience-là, mais elle peut aussi atteindre des proportions pathologiques, et c'est lorsqu'on est vraiment dans cet espace psychopathologique qu'il y a l'idée suicidaire, le projet suicidaire, et ça rejoint ce qui avait déjà été mis en avant par certains auteurs comme Steinman, qui eux étaient partis de l'examen des lettres de suicide et puis des interviews avec des personnes qui avaient fait des tentatives de suicide et qui avaient postulé qu'il y avait cette psychic, donc c'est traduit en français par psy-mal, donc cette douleur, et que c'est elle qui motivait au passage à l'acte suicidaire. L'autre chose, du coup, c'était effectivement le caractère fondamentalement déplaisant, aversif de l'expérience, qui était retrouvé dans tous les cas. Et puis, la troisième chose, c'était que cette douleur, elle était rapportée comme étant immédiate, brute, et du coup, elle possédait une certaine authenticité. Et tout ça, ça nous poussait à formuler l'idée que cette douleur, elle était de l'ordre du pré-réflexif. Et ça, c'était particulièrement intéressant par rapport à tout ce qui a été dit ce matin et encore ce début d'après-midi. C'est l'idée vraiment que cette douleur psychologique, elle précède le langage, et comme elle précède le langage, elle est aussi difficile à dire, parce qu'on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire pour savoir comment la formuler. Et en plus, elle ne renvoie pas à une modalité sensorielle précise. Et Astrid avait eu cette très belle proposition de dire, parce que les auteurs souvent amènent l'idée que c'est une douleur invisible, et que cette invisibilité, c'était une synecdoque sensorielle, en fait, de la douleur plus largement. On n'arrive pas, c'est une douleur qu'on ne voit pas, qu'on ne palpe pas, qu'on n'arrive pas à localiser. Et enfin, cette douleur, elle se donnait aussi comme une altération du rapport à soi. Et alors ça, souvent, c'était amené à travers l'idée que c'est un choc. Le rapport qu'on a au soi, au sens de soi, se retrouve perturbé, et il se retrouve perturbé parce qu'on a à la fois le sujet qui fait l'expérience et l'objet de l'expérience. C'est j'ai ma douleur psychologique, mais dans une certaine mesure, je suis aussi ma douleur psychologique. Et ça en fait une expérience qui, surtout si elle est avec une forte intensité, possède un caractère de liminalité, le fait qu'on peut avoir un sens de soi qui va être consumé, détruit, mais qui peut aussi être modifié et provoquer une espèce de renaissance ou une modification. Ça, c'était vraiment les 5 plus grandes caractéristiques. Là, je pense que je parle depuis un moment. Donc, ouais. Par rapport à la souffrance. Et comment tu articules ça avec la souffrance? Et donc par rapport à la souffrance, l'impression c'est que la douleur, on est sur quelque chose de pré-réflexif, alors que dans la souffrance, on a cette ouverture vers la réflexivité. Et ça peut... Et notamment, si on sort de cette liminalité avec l'idée que le sens de soi est modifié, mais ça passe aussi par une restauration de la narrativité et le fait d'en dire quelque chose. Et donc, il peut y avoir cette idée que voilà, le volet pré-réflexif serait la douleur, le volet réflexif serait la souffrance. C'est une idée que j'ai aussi pu retrouver parmi les participants d'une autre étude,
une étude qualitative que j'ai réalisée en Belgique avec des jeunes adultes de 16 à 25 ans et interroger sur comment eux concevaient leur souffrance. Une proportion importante rapportait que la souffrance et la douleur c'était la même chose, mais il y avait toute une partie, un tiers en gros, qui disait il y a quand même une différence entre les deux, c'est que la souffrance c'est une douleur qui dure longtemps et comme elle dure longtemps, elle altère la manière dont je me vois moi et dont j'envisage mes rapports dans le monde. Je ne sais pas si c'est clair comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, la douleur, enfin, les douleurs psychiques sont de l'ordre du perceptif, hein, tu disais du liminaire, alors que la souffrance psychique est de l'ordre de la conscientisation, hein, tu disais dans une narrativité, dans une prise de conscience plus large, dans l'intégration dans notre propre existence de ce vécu douloureux, finalement, quelque chose de plus linéaire, de plus horizontal, alors qu'on est plus dans quelque chose de l'ordre du vertical et du perceptif aigu dans la douleur. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette distinction. Après, j'aurais peut-être une remarque par rapport à ta question, Astrid, sur finalement quel projet de soins on pourrait proposer par rapport à ces patients douloureux psychiques. Je pense qu'il faudrait décliner en fonction des sous-types de douleurs psychiques auxquelles on peut être confronté en tant que clinicien. Et par exemple, par rapport à la douleur morale, alors, malheureusement, je sais que la douleur morale, c'est peut-être un concept vieilli, mais c'est un concept bien réel. Et la dépression mélancolique, elle est quelque part, heureusement, une forme assez rare de la dépression, qui est une maladie, comme on le sait, fréquente, malheureusement fréquente. Moi, je vois des dizaines de patients par semaine, et par exemple, si j'ai dans ma tête à regarder en un an, j'ai vu à ma consultation 2 patients mélancoliques, que bien sûr j'ai été hospitalisé, et le traitement doit être rapidement efficace, et c'est un peu ta question, c'est comment faire, parce que classiquement les antidépresseurs mettent plusieurs semaines à agir. On a quand même un traitement qui est remarquablement efficace dans cette indication, qui est le traitement par stimulation électrique sous anesthésie générale, qui donne des résultats extrêmement rapides et qui soulage le patient rapidement. Et puis on a des espoirs dans les nouvelles molécules, enfin, on utilise nouvellement la kétamine, peut-être la psilocybine, parce que l'idée c'est d'agir vite pour soulager cette douleur morale, pour prévenir le risque suicidaire. Et ça je pense que c'est des parcours de soins en intra-hospitalier pour ce sous-type particulier de douleur psychique qui est la douleur morale. Puis après, il y a tous ces autres sous-types de douleurs psychiques pour lesquels il faut effectivement qu'on décline d'autres types d'accompagnement, et comme tu disais, bien sûr, y compris non médicamenteux et psychothérapeutiques, bien sûr. Alors, par rapport à ça, je ne sais pas si on peut présenter Anne-Cécile maintenant. Cécile Petit, merci de nous avoir rejoints. Alors, tout à l'heure, Madame Fleury nous rappelait que pour Ricoeur, finalement, l'homme est capable de souffrir. On pourrait dire pas si souffrir est le propre de l'homme, enfin, mais en tout cas, c'est une des caractéristiques de notre humanité, ce qui n'est pas le cas de la douleur, puisque les animaux perçoivent les stimuli douloureux, notamment ceux que leur infligent les hommes ou leurs congénères. Et donc, on voulait peut-être, Cécile, que tu nous parles de ton expérience par rapport aux modèles animaux. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur cette pertinence de la distinction entre souffrance au pluriel et douleur au pluriel? Merci beaucoup Marc. Donc effectivement je vais encore faire un élargissement et un nouveau pas de côté je pense dans cette journée car je suis effectivement psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne. Je suis entourée de collègues, mais j'ai aussi une activité de recherche fondamentale sur des modèles animaux. Et donc là, on parle de dialogue entre philosophie et psychiatrie, mais il y a aussi un dialogue qui est important entre médecine et sciences, et notamment médecine et biologie. Et j'ai, pour ma part, une vision parfaitement intégrative de toutes ces descriptions. Je pense vraiment qu'on décrit des patients et des personnes avec différentes modalités lorsqu'on aborde cela d'un point de vue philosophique ou psychiatrique ou biologique. Et je pense vraiment qu'on peut arriver à converger dans nos concepts. Et ce qui est important dans la recherche en médecine et en sciences,
c'est qu'on a deux pans qui doivent dialoguer, même si ce dialogue n'est pas toujours évident, mais on essaye de le faire. On a la recherche que l'on qualifie de recherche clinique, qui implique des patients et des volontaires sains, chez qui on va décrire surtout des corrélations, c'est-à-dire la coexistence entre un certain nombre de symptômes et des caractéristiques qui peuvent être sociodémographiques, qui peuvent être biologiques, qui peuvent être radiologiques, on peut avoir beaucoup d'aspects différents. Et puis il y a une recherche fondamentale qui implique des modèles animaux. Alors, il y a beaucoup de considérations éthiques justement à aller vers ce type de recherche et on peut se questionner du pourquoi de cette recherche, pourquoi on a besoin d'aller vers le modèle animal. Alors, c'est avant tout car pour explorer justement de potentiels mécanismes, des potentielles causalités, on a vraiment besoin d'aller vers ces modèles-là pour mieux comprendre à la fois les mécanismes pathologiques mais également un certain nombre de mécanismes physiologiques. Et ceci est vraiment là pour nous permettre de proposer de nouvelles cibles thérapeutiques. Et donc c'est là où je rejoins ce questionnement autour des différents types de douleurs et de la distinction entre douleur et souffrance. C'est un questionnement qu'on va avoir également dans les modèles animaux et qui est très important pour valider aussi notre aspect, ce qu'on appelle l'aspect translationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui est comparable entre ce que l'on observe chez l'homme et ce que l'on observe chez l'animal. Bien entendu, si on ne se pose pas ces questions-là avant de développer un modèle, par exemple, on va aboutir à des résultats qui ne pourront pas permettre d'avancer sur ce qui se passe chez nos patients. Donc c'est vraiment des choses très importantes qui nécessitent ce dialogue-là, en fait, ce dialogue entre les personnes qui vont faire de la recherche qu'on appelle donc préclinique chez l'animal et la recherche clinique. Et alors, quand on repense à ce qui nous amène aujourd'hui, sur ces questionnements autour de la douleur physique, douleur psychique, souffrance, alors la douleur physique est quelque chose qui bien sûr a été beaucoup exploré, je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus, pourtant c'est probablement le domaine où on connaît le plus le mécanisme au niveau même des circuits impliqués au niveau cérébral, on a appelé les circuits de la nociception, et donc qui sont assez bien déterminés à l'heure actuelle. Cependant, chez l'animal, par exemple, on voit qu'on va toucher du doigt en fait, la confusion qu'on peut avoir dans les modèles animaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui étudient la douleur physique chez l'animal par des expériences qu'ils appellent de conditionnement à la douleur ou de conditionnement à la peur, le fear conditioning en anglais. Et en fait, ils évaluent le comportement d'un animal qui va être soumis à un stimulus douloureux, par exemple dans une zone de saccage, et qui va apprendre en fait à éviter cette zone-là pour éviter la douleur. Et donc, si on regarde ensuite ce qui se passe au niveau cérébral chez cet animal, on ne va pas vraiment explorer le circuit de la douleur physique. On va explorer un comportement d'évitement, un comportement appris. Et si on essaie à ce moment-là de questionner les personnes qui travaillent sur ce modèle-là en disant « nous, chez l'homme, si on se met dans la perspective de nos patients, ce que vous décrivez, c'est beaucoup plus un trouble anxieux ou à la rigueur un stress post-traumatique, mais on n'est pas sur le circuit pur de la douleur physique. » Et donc, c'est là où je veux toucher du doigt cette nécessité de dialogue perpétuel. Et lorsqu'on commence à toucher à la souffrance ou la douleur plus morale ou psychique, chez l'animal, on va pouvoir modéliser, un certain nombre d'équipes ont essayé de modéliser la dépression. Donc la dépression définie chez l'homme par effectivement un certain nombre de symptômes qu'on a évoqués jusque-là. Et chez l'animal, on va avoir plusieurs façons d'induire ce phénomène de dépression. Un des plus connus est le fait de soumettre un animal à des stress, différents types de stress, de façon chronique et surtout de façon imprévisible. On parlait tout à l'heure de ce contrôle, de cette nécessité de contrôle, mais en fait on a ça aussi chez l'animal. L'animal va pouvoir, on va pouvoir par exemple le soumettre à des stress qui sont courts, de quelques heures jusqu'à 24 heures,
Par exemple, juste basculer la cage dans laquelle il se trouve. C'est très désagréable, c'est stressant, ça dure 2 heures. Non. Ensuite, le lendemain, on va laisser la lumière allumée pendant 24 heures. Et puis, on va avoir comme ça différents types de stress qui vont alterner pendant plusieurs semaines, mais qui seront. L'alternance ne sera pas prévisible. L'animal ne saura pas ce qui va se passer. Et dans ce cas, au bout de plusieurs semaines, on va avoir des animaux qui vont développer un comportement anormal. On le voit très clairement, ces animaux sont recroquevillés dans un coin de leur cage, ils vont moins se déplacer, ils vont éviter la lumière, ils vont moins prendre soin d'eux-mêmes, ils vont abandonner plus rapidement dans des comportements de survie. Et donc, les vétérinaires qui surveillent, bien entendu, ne serait-ce que d'un point de vue éthique, ce que l'on fait, vont dire que l'animal est en souffrance. Voilà, on parle de souffrance de l'animal. Et c'est vrai qu'on a des points communs avec la clinique psychiatrique, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'anxiété chez cet animal, on va avoir un ralentissement moteur, on va avoir une perte de motivation, mais je trouvais aussi qu'on avait vraiment un parallèle avec ce qui était évoqué ce matin, où on a vraiment aussi cette incapacité de l'animal à agir, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans un comportement qui n'est pas le comportement d'un animal habituel, et qui va notamment beaucoup moins bouger et beaucoup moins être dans l'action. Et cet animal, on ne peut pas dire qu'il a une douleur ressentie au niveau corporel. Il est face à des perceptions qui peuvent être des perceptions avec des valences négatives. Par exemple, il peut aussi y avoir des sensations de froid qu'on va mettre dans ces stress. Il va avoir des sensations d'inconfort, en tout cas, et il va développer au final ce comportement qu'on qualifie de souffrance. Et pour finir, parce qu'on pourra en parler longtemps, en fait, il y a différents modèles pour induire ce type de comportement chez les animaux. Un très classique qu'on a étudié avec Astrid aussi lorsqu'on s'était posé cette question de douleur morale, psychique, etc., c'est qu'on peut induire ce type de comportement par ce qu'on appelle de la défaite sociale chez les animaux, c'est-à-dire mettre un animal en contact avec un congénère qui est agressif et qui va le mettre dans une position de dominer. Et donc, quand on expose cet animal à ce stimulus de façon répétée, de même, on va avoir le même comportement au bout de quelques semaines que celui que je vous ai décrit avec du stress chronique. Et pour élargir encore plus la réflexion, on peut également déclencher ce type de comportement de souffrance, de phénotype anxio-dépressif chez l'animal, en stimulant purement son système immunitaire, de façon chronique également, vraiment en jouant de façon moléculaire sur son système immunitaire, de façon chronique à nouveau. Et là, à ce moment-là, les signaux qui vont être perçus par l'animal sont des signaux qui viennent de son milieu intérieur, qui va donc être des signaux de fonctionnement de ses organes, ou de dysfonctionnement de ses organes, et notamment son système immunitaire, des signaux qui vont être transmis à son cerveau et qui vont provoquer ce comportement de souffrance. Et donc, dans ces différents modèles, par rapport à la douleur physique, les circuits perturbés au niveau cérébral sont beaucoup moins clairs à l'heure actuelle. Il est probable qu'il y ait peut-être différentes façons aussi de souffrir ou d'avoir ces différentes douleurs. Est-ce que la douleur sociale est la même que la douleur venant du stress chronique? Je n'en suis vraiment pas certaine, mais il est probable qu'on tombe sur des circuits différents. Et quel est l'intérêt de se poser toutes ces questions-là? C'est bien entendu de pouvoir proposer des cibles thérapeutiques nouvelles, vu qu'on disait effectivement qu'on est quand même dans des phénomènes où on a peu de prise, enfin, en tout cas beaucoup moins de prise que sur la douleur physique. Et donc si on comprenait mieux ces circuits peut-être différents dans les différents cas, on pourrait avoir des cibles thérapeutiques différentes. En tout cas, moi j'ai été assez frappée aussi dans la conférence de ce matin de Jennifer Korns, de voir que ces réflexions et les concepts qu'elle développait pouvaient tout à fait s'appliquer aux réflexions qu'on a justement dans les sciences fondamentales lorsqu'on essaie de modéliser ce type de souffrance. Donc je pense vraiment qu'il y a un langage commun et des possibilités à interagir sur ces concepts-là pour avancer en tout cas.
Merci Anne-Cécile. Alors peut-être une question pour toi et Astrid éventuellement. Là, c'est vrai que tu dis bien que bon, la douleur psychique au niveau des circuits neuronaux est indépendante des voies de la nociception du cortex somatomoteur. Pourtant, où en sont les études d'imagerie fonctionnelle qui, depuis les années 2010, tentaient à dire que finalement, les réseaux neuronaux qui impliquaient cortex cingulaire, préfrontal, insula, pouvaient se superposer douleur physique et douleur psychique? Est-ce que ça a été conforté par des études ultérieures ou pas? Alors, on tombe toujours un petit peu sur les mêmes régions, de toute manière. On tombe toujours effectivement sur le singulaire intérieur, l'insula, etc., l'amygdale. En fait, moi, ce qui m'intéresse plus, je pense, pour distinguer ces choses-là, c'est le mode d'entrée, en fait. C'est-à-dire que probablement qu'au final, on perturbe peut-être un petit peu les mêmes circuits pour arriver à certaines dimensions, au moins, de nos phénotypes. Mais le point d'entrée est peut-être différent et donne peut-être du coup un poids différent selon ce que les symptômes qui sont prépondérants en fait. Et peut-être qu'on perturbe de façon prépondérante aussi certaines régions dans les différents cas de figure. Après, je ne sais pas si tu veux compléter. Excellent. On a fait tous les trois une étude avec Étienne Duranté qui n'est pas là justement sur ces études-là qui ont investigué la superposition des corrélats biologiques de la douleur physique et psychique. Bon, il y a des idées qui sont extrêmement intéressantes. Après, les études manquent globalement un peu de validité quand même, puisque en fait, on est incertain sur qu'est-ce qu'elles mesurent exactement du point de vue en fait phénotypique, pas du point de vue ça pour le coup les IRM. Alors après, il y a des problèmes de calibration d'IRM, etc. Enfin, c'est très compliqué. Mais déjà, d'un point de vue phénotypique, on n'est même pas sûr que ces études soient comparables en réalité du fait de l'absence de conceptualisation clinique claire de la douleur psychique et d'opérationnalisation en termes de mesures en fait. Et donc, ne serait-ce que par la métrique, les études sont difficilement comparables entre elles. Il y a une chercheuse qui s'appelle Heisenberger, Jennifer Korns a écrit dessus, qui avait développé cette notion de social pain à partir des théories de l'attachement au départ, en utilisant un paradigme pareil très frustre, le cyberball, pour essayer d'étudier la douleur sociale induite en laboratoire. Une autre question qui se pose aussi pour la clinique, c'est à quel point la douleur sociale induite en laboratoire est comparable à la douleur sociale déjà du tout venant, et ensuite d'une douleur psychopathologique qui ne peut pas éliminer le fait que qualitativement elle soit même différente de ce qu'on observe dans le normal. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Cédric. Maintenant, tu as très bien résumé l'état des données dans ce domaine-là, en tout cas dans l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Si on se met un petit peu en amont de ça, on peut se dire que l'exploration des différentes dimensions de la douleur physique suppose montre qu'on peut séparer la nociception de la douleur. Et donc, même sur le plan phylogénétique, certaines espèces animales qui ont un autre mode pour assurer leur survie, par exemple, qui font 1000 enfants pour qu'il y en ait un qui arrive à se reproduire un jour dans sa vie, n'ont pas le même rapport à la nociception que les mammifères et ne réagissent pas à ces drôles d'habitude qu'on va mettre un hameçon dans la bouche de certains d'entre eux, de la même façon, puisqu'ils tirent dessus pour essayer de partir. Donc la nociception a valeur d'alerte, mais un cochon sur lequel on a une pince à nez pour l'emmener à l'abattoir, il ne fait pas ça, il suit la pince. Parce que le stimulus est lui-même trop aversif. Donc on a des observations dans la clinique, on a des observations neuropsychologiques, la symbolie à l'indouleur. On a ces observations intellectuellement fascinantes quand même sur le masochisme sexuel quand même, qui suggèrent qu'il existe un système ou une organisation, quelque chose qui peut rendre douloureux quelque chose d'autre. Donc la nociception n'a pas toujours été douloureuse, ne l'est pas dans toutes les espèces en tout cas, elle ne l'est pas dans tous les contextes. Et donc, en général, quand on regarde la façon dont les choses sont organisées dans le cerveau, on peut se dire qu'en général, il n'y a pas deux systèmes dans le cerveau qui se sont faits pour faire la même chose. Et par cette réflexion-là, on se dit, et c'est Jacques Panksepp qui avait développé cette interprétation, notamment à l'issue des publications, les premières publications de Naomi Heisenberger, qui était que un système qui a rendu aversif la nociception aurait pu être réutilisé chez des espèces sociales pour rendre aversif, par exemple, le rejet social. Et que ce système-là peut rendre aversif, donner une dimension affective négative, pénible,
à des choses qui sont très très différentes. Donc avant même de faire ces études, on peut se dire, on doit pouvoir trouver un système biologique qui rend aversif la nociception, le rejet social, la honte, etc. Maintenant, comment le trouver? Je pense que je ne vais pas revenir sur ce que dit Astrid, puisque c'est vrai, ces études, même quand on les met ensemble, on avait fait une méta-analyse il y a un certain temps dans l'équipe de Philippe Fossati, on trouve des choses triviales, du cortex singulaire antérieur, qui peuvent être aussi bien de la surprise, que du contrôle moteur, que quelque chose qui était le plus petit dénominateur commun, mais qui probablement ne voulait pas dire quelque chose. Puis une remarque peut-être, avant de repasser la parole, par rapport à ce que disait Astrid, et puis ce qui a été dit de façon générale, sur une question qui préoccupe les psychiatres: est-ce que la douleur morale qu'on observe dans certains troubles psychiatriques est qualitativement différente de la souffrance psychique que l'on peut avoir dans d'autres situations? Et le deuil est quelque chose qui permet d'interroger cette notion-là. Et je pense que c'est important d'avoir aussi l'intention sous-jacente à ces questions. Moi, je suis souvent marqué par le fait que, par exemple, en tant que clinicien, le fait que j'ai à prendre des décisions qui sont binaires induit chez moi une façon d'envisager le monde binaire. C'est-à-dire, à la fin, le patient il va sortir avec un antidépresseur ou pas d'antidépresseur, c'est 1 ou 0. Et donc, j'ai besoin de savoir si cette douleur, elle est psychiatrique ou pas psychiatrique. Et puis là, vous n'en avez aucune. Je ne pense pas que ce soit aussi binaire que ça, en fait. Donc je pense que c'est... Ouais, voilà. Et je pense que c'est important de savoir l'intention qu'on a. Nous, psychiatres, on a peut-être un intérêt, un conflit d'intérêt à avoir quelque chose de singulier dans la douleur dont on serait l'expert. Mais c'est vrai que, est-ce que la douleur morale, donc, qui est un sous-type, comme on défend depuis tout à l'heure, de douleur psychique, de douleur psychique qui mène à la sidération, à la stupeur, voilà. Bon, alors là, effectivement, je pense qu'il y a peut-être des tenants des deux aspects. Juste, ça c'est Kate Jamison et puis Frédéric Goodwin, qui sont des auteurs anglo-saxons, mais qui a publié une somme qui a longtemps fait référence sur les maladies maniaco-dépressives, et ils avaient rajouté en sous-titre « et les dépressions récurrentes », non pas mis dans le titre, mais mélancolique. C'est-à-dire que finalement, il y aurait aussi ce sous-type de dépression mélancolique dont on sait qu'elles ont un fort potentiel de récurrence, comme la maladie maniaco-dépressive, pourrait être un sous-type de maladie maniaco-dépressive ou de trouble bipolaire, avec une hyperactivité émotionnelle qui est caractéristique et qui donne comme ça des acmés de douleur, d'intensité émotionnelle extrême, et qui donc sur le plan thérapeutique, c'était dans l'introduction de la grosse Bible, entre guillemets, et finalement, ça a peut-être aussi des implications thérapeutiques par rapport à ce que tu dis. Et c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai tendance à proposer parfois du lithium à visée préventive pour des sujets qui ont fait des dépressions mélancoliques, alors caractéristiques, une petite dose à visée préventive, ce que je ne ferai pas pour un sujet qui a une dépression récurrente non mélancolique. Voilà. Alors j'ai peut-être une question pour Samy, concernant, alors comme tu disais, en France, on prétend toujours être les premiers à faire les choses, mais en tout cas en cette matière, pour ce qui est de l'accompagnement de la fin de vie, on n'est pas forcément en tête de gondole. Donc, par rapport à votre expérience en Belgique, ma question que je vous posais, c'est est-ce que parfois il y a des doutes sur la réponse à donner à la demande? Alors, et les doutes, est-ce que c'est parce qu'il y a une problématique psychiatrique ou psychologique sans psychiatriser trop qui pose question, ou est-ce qu'il y aurait des intérêts pour les survivants? Enfin, voilà. Est-ce que c'est une décision? De toute façon, c'est une décision difficile, mais voilà. Quels sont les cas de doute si tu as eu des expériences là-dessus dans votre expérience en Belgique sur ces demandes? Alors, j'ai une expérience limitée. Ça, c'est le premier point à garder. Moins limitée que la nôtre, rassure-toi. Mais alors, de doute, non. Jusqu'à présent, j'ai pas eu vraiment de doute. Les demandes que moi j'ai reçues par rapport à des affections psychiatriques, il n'y avait clairement pas de doute que les personnes n'étaient pas dans les critères de la loi
tel qu'il existe en Belgique. Tu peux les préciser peut-être, les critères de votre loi? Oui. Je ne connais pas tous par cœur, effectivement, mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de limitation quant au type d'affection. Ça peut être une maladie mentale ou physique, mais l'idée, c'est qu'il faut une maladie parce que l'euthanasie est vue comme un soin. Et c'est pour ça que c'est de la responsabilité des médecins. Et l'idée, c'est qu'il faut avoir une douleur psychique ou physique intolérable et que la pathologie qui en est à la source soit incurable. Ça, ce sont vraiment les grands critères. Et donc, moi, au niveau psychiatrique, les demandes que j'ai reçues, on ne pouvait pas, à mon sens, parler d'incurabilité parce que c'était des personnes qui n'avaient pas essayé suffisamment de lignes de traitement, qui étaient soit en début de suivi, soit qui avaient un suivi plus long, mais avaient quand même d'énormes doutes par rapport à la compliance thérapeutique sur les propositions qui avaient été faites au cours du suivi. Donc il semblait qu'on n'avait pas du tout les éléments en main pour se dire là, la personne a une affection clairement psychiatrique et clairement incurable. Donc ça c'était pour le versant psychiatrique, et pour le versant non psychiatrique, bon, la curabilité là, il n'y avait pas de doute sur la question, parce que c'était exclusivement dans des contextes de soins oncologiques avec en général des comorbidités physiques associées qui étaient également incurables. Donc ça, il n'y avait pas de... Et en général, un décès, comme je le disais tout à l'heure, était à brève ou moyenne échéance déjà envisagé vu l'état de la situation clinique. Et ce qui motivait la demande en général, c'était à la fois une souffrance physique et une souffrance psychique. En général, les deux étaient amenés en même temps. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une difficulté pour les gens à pouvoir dire c'est plutôt l'un que l'autre, parce que tout était entremêlé. Le fait d'avoir cette distinction dans la loi, telle que je la comprends, c'était vraiment pour éviter que certaines personnes ne puissent pas, par défaut, formuler la demande au motif que leur plainte, leur souffrance ne serait pas suffisamment physique. Donc si jamais on a par exemple des paralysies, des pertes de capacité de fonctionnement, mais pas de douleur ou de sensations proprement aversives présentes, que ces personnes puissent quand même entrer dans le cadre de la loi si jamais jugé que leur état était effectivement incurable et provoquait une souffrance. Et je pense que c'est, peut-être que je la comprends, la loi, c'est pour ça que les deux versants le précisaient dedans. Et justement, j'avais une question. Est-ce que la loi précise, ou est-ce que du coup, assorti à cette loi, il y a des recommandations de bonne pratique sur comment évaluer la douleur physique d'une part, ça on s'imagine assez bien, parce qu'en France on a ce plus, et sur comment évaluer la douleur psychique et la souffrance. Est-ce qu'il y a le même niveau de précision dans la façon d'évaluer ça? Il n'y a pas de ligne de conduite extrêmement précise, il y a un avis de l'ordre des médecins belges qui a été formulé, et il y a aussi des guidelines un peu plus complètes qui ont été rédigées aux Pays-Bas. Maintenant, par rapport à l'évaluation de la composante psychique, je ne trouve pas ça très clair. La plupart des recommandations sont en fait plutôt des recommandations de prudence et de bon sens, et de dire si jamais vous avez un doute, on arrête, on fait attention, mais il faut essayer d'avoir toutes les garanties possibles. Maintenant, sur comment est-ce qu'il faut l'évaluer, il n'y a pas une recommandation spécifique de dire il faudrait de faire une échelle visuelle analogique et qu'elle soit répétée à telle fréquence, ça il n'y a pas. Et ça allait pour la douleur physique par exemple? Non. Non plus. Et je voulais retourner à la question de mes collègues. Comment vous évaluez la douleur psychique? Parce que vous travaillez tous beaucoup sur la dépression, donc, et tout borderline pour Cédric, aussi psychiatrie des raisons. Donc comment vous arrivez à distinguer des patients qui ont une dépression non douloureuse, une dépression douloureuse? Est-ce que c'est les patients qui vivent spontanément, ou est-ce que vous allez chercher vous-même ce symptôme? Je peux commencer en passant le micro. Oui, moi j'évalue spécifiquement ce symptôme. Clairement, je pose. Alors, il y a des situations d'intensité extrêmement fortes où, tu parlais tout à l'heure de l'oméga mélancolique, il y a des situations où on le voit de façon absolument évidente. Mais moi, il m'arrive souvent de poser la question avec une pseudo-EVA de douleur psychique. Voilà, me poser la question entre 0 et 10, où se situerait cette douleur. D'ailleurs, il y a aussi des échelles que je propose aussi parfois, qui sont sur des échelles visuelles analogiques, à la fois de douleur
psychique, morale et de douleur physique. C'est des échelles souvent qui évaluent les deux de façon parallèle sur une certaine période, par exemple sur la dernière semaine ou les dernières 24 heures. Donc ça m'arrive également d'utiliser ce type d'échelle. Et les patients réagissent comment ? Alors, pour eux, c'est tout à fait compréhensible. C'est vraiment quelque chose qui est... ils ne posent pas de questions en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette échelle ? J'arrive pas à la remplir, je ne comprends pas la question ». Non, pour eux, c'est assez évident qu'on puisse remplir ce type d'échelle. Et quand je leur pose la question sans le questionnaire, juste d'évaluer entre 0 et 10, pour eux, ça parle très bien et ils peuvent généralement chiffrer de façon grossière, bien entendu, mais chiffrer cette intensité de douleur. Pas mieux. Non, mais je pense que c'est important. Effectivement, quand on pose régulièrement la question, on se rend compte qu'il y a une sorte d'évidence où les patients peuvent dire ça c'est douloureux ou ça ce n'est pas douloureux. Et si on leur demande est-ce que cet état que vous venez de me décrire est douloureux, en dehors du fait que des fois on le voit et on sait la réponse en observant leur faciès, c'est une sorte d'évidence que les patients peuvent utiliser ce mot pour le décrire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez commun. On disait que les mots se remplaçaient les uns les autres dans le même lexique du DSM, détresse, douleur, souffrance, mais c'est vrai également dans les mots qu'on utilise. Tu m'as blessé, bon, est-ce que vous m'avez marché sur le pied ou est-ce que c'est autre chose qui m'a blessé? On utilise quand même les mêmes mots, il y a une sorte d'évidence, et puis ensuite, bah oui, l'échelle, qu'elle soit numérique, visuelle, analogique, elle est utilisée aussi pour la douleur physique, elle est utilisée de façon naturelle pour la douleur psychique, y compris pour le dépistage. On appelle ça des fois le thermomètre de détresse. Il y a des validations en psycho-oncologie notamment pour le dépistage de personnes pour lesquelles un examen plus approfondi serait nécessaire. Un tout petit commentaire, c'est ce qui a été dit juste avant. On distinguait tout à l'heure la question de l'intention de la psychiatrie sur essayer de s'arroger le droit de définir une douleur morale qui serait différente de la douleur existentielle ou pas, et certainement le parti pris que l'on peut avoir, auquel on doit faire attention. De temps en temps, je trouve qu'aussi l'attention qui est portée à la douleur morale dans un contexte, par exemple, hospitalier, dépend beaucoup et de façon qui me semble illogique d'une question du même type. C'est-à-dire, on ne va pas faire appel au psychiatre de liaison parce que moi aussi, à sa place, je souffrirai de la même façon. Et c'est quelque chose qui a disparu pour la douleur physique. Si je reprends l'exemple de la trottinette qui m'est chère, si j'arrive avec une fracture bimalléolaire et la cheville à angle droit aux urgences, j'espère qu'on ne va pas me dire que ma douleur est normale vu ce que j'ai vécu et que je vais quand même avoir le droit d'un traitement qui va soulager ma douleur. Alors, c'est une analogie qui est idiote, mais je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à se dire ok, une douleur morale, une douleur physique, indépendamment de la cause, de la compréhension, voire de la légitimité, qui sont des choses différentes, j'ai le droit, ou il est de mon devoir, de proposer au patient d'être soulagé de cette douleur morale, si tant est qu'on trouve un traitement. D'une dernière seconde, des opiacés, ça marche bien aussi sur la douleur morale. Et on le sait depuis longtemps dans des grands services de psychiatrie. Oui, merci. Moi, pareil, je ne dirais pas mieux que mes collègues. Je pense qu'effectivement, elle s'évalue, on disait tout à l'heure à l'inspection parfois, mais aussi à l'interrogatoire du patient. Alors, les outils type échelle visuelle, analogique sont intéressantes. Et puis, souvent, moi, je me pose la question quand c'est des personnes qui ont d'autres maladies, je parle d'autres maladies non psychiatriques, très souvent, ils disent qu'ils souffrent plus de leur douleur morale, de leur douleur dans la dépression, que des souffrances et des douleurs qu'ils ont pu ressentir dans leur pathologie, par exemple cancéreuse ou autre, etc. Je trouve que ça dit quelque chose du côté extrême, en fait, de la douleur psychique, dans ce qu'elle peut atteindre parfois de déstructurant. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on doit évaluer. Alors, je posais la question de savoir s'il y avait des questions dans la salle ou dans la chatbox, oui. Merci. J'avais deux petites questions. Monsieur Basson, j'ai pas bien compris comment vous spécifiez la douleur morale à l'intérieur de la douleur psychique ou mentale. Enfin, vous aviez l'air de dire que pour vous c'était un sous-type, ce que vous appelez la douleur morale, que vous avez rencontré que 2 fois en un an dans votre santé. Donc c'était pour super une précision là-dessus. Et après, sinon, une question plus, qui s'adresse un peu à tout le monde. Est-ce qu'il y a des crises suicidaires sans douleur mentale? Et
Et quand il y a une crise suicidaire liée à de la douleur mentale, est-ce qu'elle s'exprime vraiment sous le nom de douleur ou souffrance, ou est-ce que la personne parle de tristesse? Parce que quand on visualise quelqu'un qui dit qu'il est triste. La dépression mélancolique est une forme peu fréquente de la dépression qui elle est une maladie fréquente. Voilà. Et donc dans une dépression mélancolique, on va rechercher une douleur morale qui elle est extrêmement intense. Donc c'est en ce sens qu'elle est en quelque sorte un sous-type de cette dépression mélancolique qui est un sous-type de dépression particulier. Voilà, je ne sais pas si ça éclaire un petit peu la réponse. Et puis sur la deuxième partie de votre question, je ne sais pas si c'est là que tu veux. Clairement, dans la crise suicidaire, il peut y avoir différentes dimensions. Supprimer une douleur, bien sûr, se punir, emmerder son employeur, attirer l'attention, tenter le destin, tout ça à la fois, ce qui en fait toute la complexité. De temps en temps, on parlait tout à l'heure du trouble borderline, dont un des spécialistes nous a rejoint en haut de cet amphi. Ce qui permet de faire le diagnostic après une crise suicidaire, c'est quelle était l'émotion prédominante au moment du passage à l'acte. Et quand c'est de la colère, ça indique plus particulièrement le trouble borderline que quand c'est la douleur morale du mélancolique. Donc oui, je pense qu'on ne peut pas égaliser la crise suicidaire et la douleur morale. La douleur morale mène à la crise suicidaire, mais il n'y a pas d'équivalence entre les deux. En vous entendant, je me suis posé, parce que là, dans le titre, c'est la pertinence clinique de la distinction entre souffrance et douleur psychique, douleur physique. Et en fait, je me posais la question, est-ce que la douleur, on va vraiment essayer on va chercher à la traiter, cette douleur? Parce que quand je vous entends, on parle beaucoup de douleur morale, de douleur psychique, et en fait, on rapproche toujours au terme douleur plutôt qu'au terme de souffrance, ce que vivent les patients. Et voilà, et c'est une question que je me pose aussi dans ma pratique clinique, c'est est-ce que cette douleur, je vais avoir un impact, et est-ce que sur la souffrance, qui pour moi, je pense, appartient plus aux patients, est-ce que j'ai pas plutôt un rôle d'accompagnateur et pas de soignant de la souffrance, mais plutôt d'essayer d'aider le patient à, comme dirait Ricoeur, à endurer cette souffrance qui lui appartient? Et voilà, je voulais voir un petit peu, en tant que psychiatre, ce que vous en pensez en fait de cette notion de souffrance. Est-ce que vous ferez cette distinction-là, ou est-ce que vous chercherez à traiter une souffrance? Moi, je ne soigne plus, mais c'est aussi pour ça que je suis partie en recherche, parce que ça demande vraiment d'être à temps plein sur ces questions-là. En réalité, et c'est la recherche aussi qu'on a fait avec Samy sur ce sujet, si on dit que la douleur est pré-réflexive, donc quelque part ne serait pas accessible à un accompagnement en fait, ou à une psychothérapie, puisque on serait sur un autre plan. L'idée c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas traiter la douleur psychique de la même façon que de la douleur physique, c'est-à-dire à un niveau biologique en fait. Et ensuite, en rien, ça ne résout la question de la souffrance en fait. Traiter la douleur physique ou psychique, il peut y avoir de la souffrance, comme l'a très bien dit Jennifer Cohen ce matin. Cette souffrance peut émaner d'une douleur qu'on ne fait à traiter, mais la souffrance peut exister pour toute autre raison. Donc, il me semblait, je pense que aussi beaucoup de collègues, quand je lis un peu ce qu'ils disent, quand on parle de douleur existentielle ou de souffrance, ils sont plutôt sur ce pan-là de choses effectivement propres à la condition humaine, qui peut être saisie par la maladie en fait. La maladie fait effraction et pose ces questions-là avec énormément d'acuité, donc il y a l'urgence d'y répondre, et comme dans notre société, on va globalement se tourner vers des médecins ou des soignants pour soulager toute forme de choses. On peut nous amener de la souffrance, et l'enjeu pour les médecins, mais pour les psychiatres, mais enfin pour les soignants en général, c'est de savoir quand est-ce qu'on médicalise ou qu'on ne médicalise pas. Comme dirait Cédric, en fait c'est assez binaire, c'est déjà est-ce que c'est à moi de répondre à ça ou pas. Donc en fait déjà c'est la première question. Donc peut-être que pour la souffrance, effectivement, c'est pas à la médecine de répondre à ça. Par contre, elle ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, puisque le patient ne peut pas laisser sa souffrance sur le pas de la porte de l'hôpital en fait. Donc il y a un devoir d'accompagnement, mais qui est un devoir, je pense, qui même dépasse la profession en fait. Il faut que ça soit cadré, pensé, etc. Mais c'est un devoir qui n'est pas forcément professionnel. Au contraire de la douleur
Pour le coup, on est en capacité, même par la loi, d'avoir le devoir de soulager les patients par des moyens, etc. Je voudrais juste rajouter une petite réflexion sur le fait que prendre en charge la douleur, si on dit ben voilà, la douleur est quelque chose de très biologique et on va chercher un traitement pour soulager ça, pour moi, bien sûr, j'adhère complètement, mais pour moi, le rôle du médecin ne s'arrête pas là, à ça du tout, enfin, notamment en psychiatrie. On doit se poser la question du rétablissement de la personne, de son rétablissement complet, non pas juste à abolir ses symptômes, mais également à lui permettre de reprendre un fonctionnement qui lui convient dans son environnement professionnel, familial, social, sociétal. Et là, alors on ne va pas tout faire, bien sûr, mais je pense que c'est important de donner des outils et d'orienter cette personne pour... On n'est pas que des prescripteurs de médicaments quand même, enfin je veux dire, on ne fait pas que ça. Et donc on va bien sûr orienter ou accompagner soi-même par une thérapie et travailler beaucoup d'autres choses. On a des programmes de remédiation, de réhabilitation des personnes de façon globale, et je pense que c'est une question très importante et qui rejoint le fait de reprendre cette capacité à agir et à être qu'on évoquait un petit peu ce matin. Dans la même lignée, si on reprend l'exemple du patient souffrant en fin de vie, donc avec sa douleur physique, sa douleur morale éventuellement, puis sa souffrance qu'on va qualifier d'existentielle, je pense que l'accompagnement des soignants, mettons pas juste le médecin, le soignant doit et va au-delà. Par exemple, chez ces patients, il existe des formes de psychothérapie qui mettent l'accent sur des aspects qui ne sont pas simplement de faciliter la souffrance au sens de faciliter le fait que le patient endure ce qu'il a enduré, mais qui peuvent modifier la souffrance. Alors, elles portent des noms bizarres, ces psychothérapies, dignity-based therapy, meaning-focus-based therapy, mais si on essaie d'extraire le petit dénominateur commun, c'est ce qui favorise ou rétablit une sorte de continuité narrative de l'individu à travers cette expérience. Ça aide des patients qui sont devenus des cancéreux, voire des mourants, à redevenir monsieur ou madame machin, qui traverse un cancer, mais avec une certaine continuité, des valeurs qui sont préservées pendant longtemps, jusqu'à l'extrême fin par la maladie, une personnalité, une cohérence dans les choix de vie, dans la perception des choses. Et ça, de temps en temps, les psychothérapies qui sont axées sur ces aspects-là aident les patients, pas sans le patient, pas en dépit du patient comme le ferait un traitement morphinique, mais aident les patients à souffrir moins, sans les priver d'une quête de sens, bien au contraire. Donc, on peut, y compris pour la souffrance, et je crois qu'on doit, si on est capable d'imaginer des méthodes thérapeutiques, y compris aller dans ce sens-là, il me semble. Oui, pour jouer un petit peu sur les mots, je trouve que nous sommes des chimiatres, mais nous ne sommes pas que des chimiatres, nous sommes des psychiatres. Et effectivement, au-delà du BIOS, on a aussi un rôle d'accompagnement, d'étayage, d'être accompagnateur aussi d'un des maillons d'humanité dans l'accompagnement de la souffrance psychique. Voilà. Et donc, peut-être pour conclure, parce que je crois que notre temps imparti arrive à son terme, je crois qu'effectivement, il y a une pertinence clinique à distinguer souffrance et douleur psychique et douleur physique, tout ça est pluriel, mais que ce sont des concepts qui sont, et Mme Fleury l'a dit aussi, où il y a une porosité finalement. Et donc, au nom de cette porosité, cette porosité elle est intéressante parce qu'elle nous fait réfléchir, et puis elle est l'objet de ce colloque en lui-même, et aussi sur notre rôle de soignant. Cette porosité, elle nous montre que notre rôle, il est certainement plus vaste que ce qu'on pourrait penser dans une démarche médicale étriquée. Voilà. En tout cas, merci à tous.